Bonjour à tous, merci de participer à ces assises de l'auto-entrepreneur, de la Fédération de l'auto-entrepreneur. Nous accueillons donc pour cette table ronde sur le point sur le régime, son évolution et ce qu'il reste éventuellement à conquérir. Laurent Grand-Guillaume, on va faire d'abord un premier tour de piste, c'est-à-dire chacun d'entre vous va se présenter très brièvement. Monsieur Laurent Grand-Guillaume, vous êtes député de la Côte d'Or, auteur du rapport sur les entreprises et les entrepreneurs individuels, dont le titre est particulièrement intéressant puisqu'il s'agit de passer du parcours du combattant au parcours de croissance. Je vous laisse vous présenter si vous voulez ajouter un mot. Comme vous l'avez montré, il y a du travail pour passer de ce parcours du combattant au parcours de croissance. Donc oui, effectivement, j'ai fait ce rapport avec un certain nombre d'acteurs d'ailleurs qui sont présents ici ou dans la salle, et un sujet passionnant en fait, qui concerne des millions de Françaises et de Français, parce que rien que les travailleurs indépendants, vous savez que c'est 2,5 millions de citoyens qui exercent dans ce domaine, mais j'en parlerai après. Et puis passionnant parce qu'en fait, il y a eu différents à la fois problèmes à régler, des amendements parfois, on va dire étranges, qui ont été présentés, qu'il a fallu rediscuter. Et puis passionnant parce qu'en fait, j'ai travaillé avec de nombreux acteurs différents qui se sont beaucoup impliqués, qui ont passé du temps aussi, et, pour essayer de trouver des solutions collectives, voilà, dans l'intérêt en fait des entrepreneurs qui innovent, inventent, créent, prennent des risques, voilà, réalisent un rêve, une passion. Et je crois que c'est de là que tout part, souvent. Donc moi, je tiens à vous féliciter pour aussi cette initiative, Monsieur le Président. Alors à côté de vous, sur votre gauche, Grégoire Leclerc, le président de la Fédération des auto-entrepreneurs. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé ce matin. Ce que je peux juste rajouter concernant la démarche que effectivement Laurent Grand-Guillaume a initiée en septembre 2013, c'est qu'elle arrivait à point nommé. Et une chose est certaine, c'est que pour nous, le projet de réforme était plutôt mal parti, d'où l'émergence des poussins, la mobilisation médiatique que l'on a connue. Et il est évident que ce qui a fait le succès de cette première démarche menée par le député, c'est la méthode. La méthode de concertation, on pose sur la table, point après point, les sujets qui nous opposent, les sujets qui nous rassemblent, et on arrive à finalement rapprocher un certain nombre de points de vue, simplement parce que effectivement, derrière tout ça, il y a 2 millions d'entrepreneurs individuels, il y a des enjeux qui sont secondaires, voire tertiaires, parce qu'ils sont du domaine du détail technique, et qu'au final, ce qui nous a permis de sortir de ça, c'est comment simplifier encore, comment rendre les choses lisibles pour tous, et comment mettre à bas un certain nombre de points de crispation qui nous opposaient avec certaines corporations que je ne veux pas citer depuis trop longtemps. Voilà, et donc c'est à mon tour de féliciter le député pour son travail. Alors sur votre droite, à la droite de Monsieur Grand-Guillaume, nous avions Maria Novak. On ne vous présente plus, Maria Novak. Vous êtes économiste, spécialiste du microcrédit, présidente fondatrice de l'ADI. L'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. Et vous voilà. étiez de vous ce avez combat. tout dit. J'ai tout dit. À côté de vous, pardon. Ludovic Badeau, directeur général du site internet Evoportail. Bonjour. Dédié à l'auto-entreprise. Tout à fait. Si vous voulez bien vous présenter. Oui, donc je m'appelle Ludovic Badeau, je dirige Evoportail que j'ai créé il y a maintenant 4 ans. J'ai été auto-entrepreneur, j'ai aujourd'hui 17 salariés et on accompagne quelques 75 000 auto-entrepreneurs et on atteindra bientôt les 10% d'auto-entrepreneurs en France seront bientôt accompagnés par Evoportail. Donc on les accompagne dans tout ce qui est facturation, assistance administrative, assistance juridique et outils de communication pour les pousser à se développer. Je fais une présentation globale ou je continue ? Non, je vais donner... Très bien. On va laisser Chantal Tisserand, la vice-présidente de l'UNAPL, se présenter.
Merci, Chantal Tisserand. Donc, alors, on voit toujours les professions libérales avec beaucoup les professions de santé, mais il y a aussi les droits, techniques et cadres de vie. Moi-même, je suis agent général d'assurance. J'ai bien entendu que vous aviez, et c'est bien normal, comme tout créateur d'entreprise, des problèmes pour vous assurer. Donc, l'UNAPL, c'est les professions libérales, 2 millions d'actifs en France. On aura l'occasion d'en reparler. Et les auto-entrepreneurs inscrits sous la rubrique professions libérales sont 270 000 actuellement. Alors, pas tous actifs, hein, on aura aussi l'occasion d'en reparler. Un certain nombre n'ont pas de chiffre d'affaires, mais tout de même 270 000, c'est un chiffre, et qui ne se dément pas. Tous les ans, tous les mois, il y a des inscriptions nouvelles, donc avec des problèmes liés à la CIPAB, dont on aura sûrement l'occasion d'en parler. Sur votre gauche, Yves Fouché, le président de l'association CCI Entreprendre. Monsieur Fouché, vous êtes toujours président de la Chambre régionale. Non, vous ne l'êtes plus. Je c'est ne vrai. suis plus. C'est pour ça que j'avais un doute. Hein, donc, le doute est levé. Non, je ne suis plus que président de CCI Entreprendre, qui est l'association qui, sous l'égide de CCI France, réunit l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie de France sur 2 thèmes qui sont la création et la transmission d'entreprises. Donc précisément dans le thème d'aujourd'hui. Alors par rapport aux commentaires de votre auto-entrepreneur qui n'a pas trouvé la lumière au bon endroit, je veux dire que les CCI de toute la France et depuis 2010 accueillent les auto-entrepreneurs, ont même créé des produits de formation et d'information dédiés spécifiquement aux entrepreneurs. Donc si vous le recroisez, surtout dites-lui qu'il faut qu'il retourne dans sa chambre de commerce et d'industrie, puisque nous travaillons et nous soutenons le régime des auto-entrepreneurs depuis le début, ce qui m'a conduit à participer à la commission Grand-Guillaume. J'ai déjà félicité Laurent Grand-Guillaume pour ses travaux et je m'associe à ce que disait Grégoire Leclerc. C'était courageux de mettre tout le monde autour de la table avec, en gros, que des oppositions sur des sujets très tendus, mais avec son talent. Laurent Grand-Guillaume a réussi, au bout d'un certain nombre de séances, à faire en sorte que nous trouvions un consensus. Tout n'est pas réglé, il faut bien le dire. Mais enfin, les choses ont bien avancé, continuent d'avancer, et on va voir encore sur quoi on peut travailler pour faire en sorte que ce qui est quand même un vrai Rubik's Cube, la création d'entreprise, devienne quelque chose d'un petit peu plus simple. Alors pour mémoire, Grégoire Leclerc ou Maria Novak, est-ce que vous voulez bien nous rappeler l'historique? D'où partons-nous? Quel a été le mouvement qui a décidé cette évolution de régime et quels ont été les combats que vous avez dû mener pour le préserver? Maria Novak? Oui, moi je ne peux peut-être pas donner une vision globale parce que dans une affaire de ce genre, il y a plusieurs points de vue, il y a plusieurs moyens de contribuer à un changement qui a été quand même un changement majeur en matière de création d'entreprise. Je peux vous raconter l'histoire vue de notre point de vue, du point de vue de l'association pour le droit à l'initiative économique, dont le programme est défini dans le nom. L'AIDI a été créé il y a 25 ans sur la base de 3 hypothèses. La première, c'est que l'esprit d'entreprise est la chose du monde la mieux partagée, que chacun, à son niveau, peut être entrepreneur. La seconde, c'est que le droit d'entreprendre, pour être effectif, n'a pas seulement besoin d'accès au capital, mais aussi d'un cadre juridique porteur pour les créateurs d'entreprises. Et puis, la troisième, que la baisse d'emploi dans le secteur industriel, qui était déjà bien amorcée il y a 25 ans, va être compensée par une augmentation des emplois dans le secteur des services. Ces 3 hypothèses se sont amplement vérifiées. Et du coup, il devenait encore plus important pour nous, après avoir amendé la loi bancaire, après avoir obtenu en 2005, dans le cadre des lois sur la cohésion sociale, que la création d'entreprises soit reconnue comme une voie d'insertion, il était important de simplifier ce régime qui était totalement inapproprié
pour la plupart des travailleurs indépendants, mais plus encore pour ceux que nous essayons d'aider, c'est-à-dire ceux qui étaient dans les situations les plus difficiles, sans argent, souvent avec un niveau d'éducation relativement bas, incapables parfois de sortir du secteur informel, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas payer les cotisations sociales à l'avance. Et il y a eu à un moment une sorte de conjonction heureuse qui, je crois, est un phénomène fréquent dans le passage de révolution culturelle ou dans le changement de loi. Il y a eu d'abord une idée qui était portée par François Hurel depuis déjà pas mal de temps, mais qui n'arrivait pas à percer. Il y a eu un gouvernement, en l'occurrence Christine Lagarde et Hervé Novelli, qui était en train de préparer une loi sur la modernisation sociale. Et puis, il y a eu effectivement beaucoup d'efforts de différentes parts, mais notamment de la nôtre, pour faire passer ce régime d'auto-entrepreneurs. Et nous avons, face à Christine Lagarde, utilisé deux arguments essentiels. Le premier, c'est que le travail indépendant fait partie de la modernisation de l'économie, ce qui était quelque chose de pas très reconnu, je dois dire, à l'époque, puisqu'au contraire, on considérait que c'était totalement anachronique. Et on a pu le démontrer avec un certain nombre d'arguments statistiques et aussi réels, avec toutes les activités qu'on a pu développer à travers nos clients. Et puis, deuxièmement, un argument qui a également porté, surtout pour quelqu'un qui était juriste, c'est que le droit d'entreprendre, il faut qu'il devienne réel. Ça ne rime à rien de dire c'est un droit fondamental, mais on fait tout pour empêcher les gens de travailler. Mais ce droit, Maria Novak, cette liberté d'entreprendre, vous considérez qu'avec l'arrivée du régime d'auto-entrepreneur, cette liberté d'entreprendre dont parlait Gilles Leclerc a été acquise ? Vous savez, rien n'est acquis définitivement et rien n'est jamais parfait. Je trouve que ça a été un pas formidable, à la fois pour permettre à tout un chacun de développer des activités économiques qu'il ne pouvait auparavant, pour beaucoup, ne faire que de façon informelle. Les gens, nous, on a travaillé dans les quartiers, si vous voulez, on connaît ces gens, on a fait des enquêtes sur la question des jeunes qui nous ont dit nos parents nous ont appris qu'il fallait travailler pour vivre, on ne comprend pas pourquoi on nous empêche de travailler. C'est quand même terrible. Et quand j'entendais dire constamment toutes sortes d'hommes politiques, mais il n'y a pas d'esprit d'entreprise en France, il faut développer l'esprit d'entreprise en France, et que je voyais ces gens qui étaient obligés de se cacher pour entreprendre, j'avoue que ça me faisait mal au cœur. Alors on a vu tout à l'heure à travers les chiffres de création d'entreprises présentés par la PCE, l'augmentation depuis 2009 à plus de 600 000 une année de création d'entreprises en France. On va peut-être laisser, si ça ne vous embête pas, Laurent Grand-Guillaume nous expliquer pourquoi une réforme alors que le régime apporte simplification, qu'il a atteint cet objectif de presque doubler le nombre de créations d'entreprises et que ces créations d'entreprises sont constantes. Pourquoi modifier quelque chose qui, semble-t-il, marchait bien ? En fait, depuis plusieurs années, il y a une confrontation entre différents secteurs d'activité par rapport à ce régime, qui est d'ailleurs souvent assimilé à un statut, alors que c'est un régime fiscal et social, et que le statut, c'est entrepreneur individuel. C'est le même statut juridique que d'ailleurs les artisans. Et de cette confrontation est né aussi un projet de loi dans lequel il y a différentes dispositions sur le commerce, sur les TPE et sur l'artisanat, qui visait donc au départ, donc porté par Madame Pinel, qui visait donc à réduire les seuils d'activité en disant à partir d'un certain seuil, vous ne serez plus auto-entrepreneur, mais vous deviendrez, vous retomberez dans un régime commun, le régime réel. Et en fait, cela est apparu bien sûr comme une contrainte, comme
en quelque sorte une réduction. Voilà. Et cela a pu aussi peut-être mettre un peu de flou dans le, comment dire, chez les porteurs de projets qui se sont dit mais comment je vais faire si demain on me réduit mon seuil, comment je vais pouvoir me projeter, comment je vais pouvoir en vivre. Et donc moi je suis parti de cette base-là en fait, à ce moment-là, donc dans une zone de tension forte. Et en me disant, mais après tout, si quelque chose est simple, pourquoi ne pas partir de la simplicité pour la généraliser, plutôt que de vouloir contraindre celles et ceux qui créent l'activité. Voilà. Et en même temps, comment protéger le consommateur quand il y a des abus. Et en même temps, comment faire en sorte de mieux accompagner. Voilà. Et donc, sur ces bases-là, on a pu après construire. Mais vous pensez que tout est parti d'une incompréhension ou il y avait vraiment des problèmes, des questions à régler? Mais en fait, il y a bien évidemment qu'il y a des problèmes. Mais c'est comme, vous savez, l'amendement qui a été enlevé donc hier en commission mixte paritaire sur la présomption de salariat, vous savez, déguisé. C'est pas parce que vous avez 2 à 3% de personnes qui se comportent mal que vous devez contraindre 97% des autres. Donc il faut un juste équilibre. Vous pouvez renforcer les contrôles et contrôler ceux effectivement qui à un moment donné transgressent la règle et tout simplement appliquer la loi. Elle existe. Mais quand je vois qu'on a voulu en fait tout simplement appliquer cette présomption de salariat en fin de compte à 2,5 millions d'indépendants quand même, l'amendement il n'est pas anodin. Moi, j'ai envie de dire à ceux qui ont porté cet amendement, mais est-ce que vous allez aller expliquer à ceux que vous présumez salariés qu'il faudra peut-être leur appliquer aussi des cotisations salariales alors? Parce qu'ils ne sont plus travailleurs indépendants, puisqu'ils seraient présumés salariés. Donc il y a des conséquences dans ce type de choix. Et donc je crois que plutôt que de vouloir régler par des grandes mesures un certain nombre de problèmes, on peut le faire concrètement. Il faut effectivement protéger le consommateur par rapport aux assurances, par rapport à la qualification. C'est normal, quand vous allez demander à un plombier d'intervenir chez vous ou à un chauffagiste, vous souhaitez qu'il soit assuré et en plus qu'il fasse bien son travail, ce qui est logique, quel que soit son régime. Et donc à partir de là, il faut construire les choses et il faut les former d'ailleurs, parce qu'il y a effectivement des personnes qui n'ont pas eu accès aussi aux qualifications, par exemple. Donc c'est un vrai sujet qui reste posé. Mais je crois qu'il faut sortir des oppositions, régler le pourcentage de problèmes qui restent. Il y a des lois existantes, renforcer les contrôles quand c'est nécessaire, mais en même temps ne pas contraindre toujours celles et ceux qui agissent. Moi je voudrais seulement dire, vous savez, dans notre pays, le problème c'est que je crois qu'il faut partir des aspirations individuelles. Il y a des aspirations individuelles, il y a des personnes qui ont envie de réaliser leurs projets, et plutôt que d'avoir des discours empathiques en politique, en voulant faire le bonheur à la place des uns et des autres, ce qu'il faut c'est plutôt mettre en place des règles qui permettent à chacun de pouvoir se réaliser. Voilà. Et je crois qu'il faut inverser un peu les choses, vous voyez. Et souvent on veut mettre en place des règles en disant vous inquiétez pas, on va régler le problème, on met cette règle-là, elle va s'appliquer à tout le monde, et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et ça marche plus comme ça. Et le monde il change. En Europe il y a 15% de travailleurs autonomes. Voilà. Il y a le portage salarial qui se développe, il y a des coopératives d'activité, il y a les travailleurs indépendants. Oui, le monde change, donc il faut aussi s'adapter au monde qui change. Ça ne veut pas dire qu'on va tomber dans un système à l'anglo-saxon, ça veut dire qu'il faut en fait tout simplement des cadres qui permettent cette création, cette innovation, parfois cette prise de risque, et c'est comme ça que tout le monde avancera. Grégoire Leclerc, vous voulez ajouter quelque chose? Si vous voulez, c'est exactement ce que dit le député. On avait en 2009 des aspirations fortes qui n'étaient pas comblées par des dispositifs juridiques. On a constitué dans ce paysage entrepreneurial une nouvelle population qui était regardée un peu avec des gros yeux par les autres, qui disaient c'est qui ces gens qui entreprennent plus facilement que nous, qui payent moins de charges, qui n'ont pas de qualification, qui n'ont pas de diplôme. On a eu beaucoup de poncifs, de lieux communs qui se sont répandus un peu sur cette population parce qu'elle était peut-être mal connue, un peu mal comprise. Et puis effectivement, elle est le symbole d'un changement de société. Et donc effectivement, je peux comprendre que certains types de populations ou de cœurs de métier se disent, après tout, pourquoi nous, qui sommes là depuis si longtemps, qui avons milité depuis tant de temps dans tant de domaines, pour obtenir un peu de simplification, nous ne l'avons pas. Et puis pourquoi eux, qui finalement sortent de nulle part, vivent mieux que nous, se développent plus vite, on parle de tout le temps. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de mauvaise compréhension sociale du phénomène qu'il y a derrière. C'est un combat, Ludovic Badaud, que vous menez parce que vous avez écrit un article, ou en tout cas c'est la thèse que vous développez, le régime de l'auto-entreprise n'est pas si avantageux que cela.
Non, je dis pas que le régime de l'auto-entreprise n'est pas si avantageux, mais avec le temps, il se complexifie. Tout à l'heure, Madame de la PCE, pardon, j'ai oublié votre nom, vous avez dit que les formalités d'inscription étaient simplifiées. Alors elles sont certes simplifiées, par exemple, mais au fil des années, elles se complexifient, avec les chambres des métiers qui ne peuvent s'empêcher chaque année de rendre les choses plus compliquées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on en est à 3 formulaires différents pour l'inscription, selon son profil, selon l'activité qu'on veut exercer, selon si on a déjà un emploi, etc. Donc les choses ne sont pas forcément toujours simples, par exemple sur les questions d'impôt libératoire, et elles ont tendance à se complexifier. Moi, je voulais profiter de ces assises quand même pour vraiment féliciter la Fédération des auto-entrepreneurs, ces bénévoles qui ne déméritent pas, à l'image de Frédéric David, qui a organisé donc, cet événement, et puis bien sûr Grégoire Leclerc, le président de la Fédération, Grégoire que je connais bien, avec qui nous travaillons souvent pour faire connaître auprès de nos adhérents la Fédération, expliquer que c'est important d'adhérer pour se professionnaliser, se rendre crédible, être représenté et être fort. Donc la Fédération des auto-entrepreneurs, elle est vraiment indispensable. Et donc si vous êtes, il y a forcément des auto-entrepreneurs ici, il y a des non-adhérents, il faut vite aller s'inscrire sur le site internet. Et puis évidemment, merci à Grégoire Leclerc qui est un petit peu l'idole des auto-entrepreneurs aujourd'hui, puisqu'en 2013, on se demandait ce que l'on allait devenir. Et puis finalement, voilà, notre héros est arrivé. Je voulais juste dire que la proposition qui a été finalement validée, elle est bonne. En plus, on a enterré cet amendement communiste qui voulait que les auto-entrepreneurs soient finalement des salariés masqués. Mais cependant, moi je pense que le combat continue vraiment, parce qu'à chaque fois qu'il y a des levées de boucliers contre l'auto-entreprise, en fait la question qui est posée c'est les auto-entrepreneurs ne seraient pas de vrais entrepreneurs. À chaque fois c'est ça finalement. Michel Sapin, ministre du Travail, RTL, le 2 décembre 2013, je le cite, ce sont des entreprises parfois factices. Le président de la CIPAV, dernièrement dans l'Express, je le cite, les auto-entrepreneurs nous cassent les pieds. Ce sont des sous-salariés déguisés qui ne pourront jouir que d'une retraite minable. Les auto-entrepreneurs sont des branleurs. L'UAE souhaite intégrer le MEDEF. Rien à faire, la Fédération du bâtiment, la Fédération des taxis, sans surprise, s'opposent à l'intégration des auto-entrepreneurs au MEDEF. Motif ? Expliqué par le président, donc Didier Rodiret, nos petites entreprises du bâtiment sont trop en concurrence avec les auto-entrepreneurs pour pouvoir envisager l'entrée de l'UAE au sein du MEDEF. Donc, les auto-entrepreneurs qui sont des petites entreprises seraient en concurrence avec les petites entreprises. En fait, on n'y comprend plus rien, sauf si on considère que les auto-entrepreneurs ne sont pas des entreprises. Donc, pour la Fédération française du bâtiment et pour la Fédération des taxis, les auto-entrepreneurs ne sont pas des entreprises. Hier, j'étais sur LCI, où j'ai pu débattre avec une personne du Parti Socialiste, une femme très sympathique, mais dont j'ai oublié le nom, qui était favorable à l'amendement Church, donc tout de suite moins sympathique. Et le motif, c'est parce que, en réalité, beaucoup d'auto-entrepreneurs seraient carrément des esclaves. Je la cite. Donc tout ça pour dire que le combat de fond de l'auto-entrepreneur reste en réalité totalement intact, même si dans les textes, les choses sont plutôt bien faites, bien préservées. Il va falloir se battre pour dire oui, les auto-entrepreneurs sont des entreprises, ce sont des entrepreneurs. Je dis souvent, nous, chez Evoportail, on a tous les mois environ 100 clients, une centaine de clients, pardon. Pourquoi est-ce que les gens nous appellent ? Pour faire correctement leur facturation, pour être bien sûr de comprendre la partie administrative, pour éditer correctement un contrat, structurer des missions en entreprise, donc structurer juridiquement, disposer d'outils de communication pour se faire connaître. Donc si ça, c'est pas une démarche d'entrepreneur, j'y comprends plus rien. Oui, il y en a qui abusent, il y en a qui négligent le statut, etc. Mais il y a une grande majorité qui veulent se développer et qui font les choses sérieusement. Alors n'en déplaise principalement aux organisations du bâtiment, va bien falloir s'y faire, puisque bientôt, de toute façon, l'auto-entreprise sera la règle. Et aujourd'hui, il y a déjà une majorité d'auto-entrepreneurs, de créateurs qui sont des auto-entrepreneurs. Donc il va falloir accepter, il va falloir intégrer, il va falloir changer ces vieilles idées qu'on a dans la tête depuis très longtemps, puis il va falloir évoluer avec son temps. Et je serai toujours là pour le dire aux fédérations du bâtiment, aux fédérations des taxis, aux chambres des métiers et à d'autres à qui il faut l'expliquer. Merci voilà. Ludovic. Alors si on a bien compris le message, tous entrepreneurs, demain Si. peut-être, et les entrepreneurs sont les auto-entrepreneurs sont des entrepreneurs comme les autres. Exactement. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Tisserand ? Est-ce que les auto-entrepreneurs sont des professions libérales comme les autres ?
chez vous. Ah, tout à fait. Alors déjà, moi aussi, je voudrais saluer le travail sans fanfanterie de la commission Grand Guillaume, qu'on a appelée, donc de Laurent Grand Guillaume, parce que quand on voit que, mais ça c'était déjà le bon côté de la loi sur les auto-entrepreneurs, quand on voit qu'au Canada, il faut 15 minutes pour installer une entreprise et qu'en France, alors même s'il y a eu beaucoup de progrès ces 10 dernières années, il faut 6 mois à fournir des papiers dans tous les sens, etc. C'était un progrès, mais vraiment considérable. Alors après, les auto-entrepreneurs ont souffert, à mon avis, d'une chose, c'est qu'ils ont mis en lumière par un nombre, vous l'avez dit, madame, en ayant mis un nombre écrasant de personnes qui tout d'un coup sont sorties de l'ombre, ils ont mis en lumière des problèmes qui existaient complètement au niveau du microsocial et de l'installation dans l'entreprise et qui n'avaient jamais été traités parce que ça portait sur tellement un petit nombre que personne ne se penchait sur le sujet. Je pense même à des problèmes justement sur la retraite, voilà, et sur d'autres sujets. Alors ça a mis en lumière, mais il faut bien se dire que l'idéal c'est de corriger en marchant, c'est déjà d'avoir une excellente idée parce que c'est tellement riche en termes porteurs et d'installation facile et rapide en termes humains. Pouvoir avoir l'esprit d'entreprendre, pouvoir partir comme ça, 20 000 créations tous les mois de plus, et c'est un chiffre qui ne se dément pas, ça montre que ça répond complètement à un besoin. Alors sur les professions libérales, il y a toutes sortes de freins encore, parce que ne serait-ce que parce que la réglementation au départ demande de passer une convention pour pouvoir être auto-entrepreneur entre l'URSSAF et la caisse de... Vous savez que nous avons des caisses de retraite très compliquées, hein, avec une caisse de base des retraites, tout le monde ne le sait pas, mais avec 11 caisses, les avocats qui sont à part avec la caisse des barreaux. Donc, comme c'est compliqué, bien, les conventions n'ont pas été passées et il n'y a que celle avec la CIPAV qui était prévue dans la loi initiale qui fonctionne. Alors on ne va pas faire un débat trop technique ici, mais il faut savoir que là il y a encore toutes sortes de choses à corriger et ce qui a beaucoup pénalisé les auto-entrepreneurs dans le monde de la profession libérale, c'est aussi un problème tout à fait technique, c'est qu'en France il y a une compensation démographique à l'échelon national qui fait qu'en gros, tout le monde paye par tête de pipe, par per capita, on va dire, c'est plus joli, à peu près 1 800 € par an. Alors forcément, quand vous avez une population de 270 000 personnes qui vous arrivent dans un régime et qu'il faut payer pour elles 1 800 € par an, alors que vous n'avez pas rentré la moindre cotisation, eh bien ça siphonne forcément les fonds des autres et ça crée un petit peu de mauvaise humeur, alors que ce n'est pas la faute des auto-entrepreneurs, c'est simplement, comme on l'a dit, qu'en France, rien n'était prévu. Quand vous n'étiez ni commerçant, ni artisan, ni salarié, on vous affecte d'office au monde des professions libérales, et ça n'a pas été fait pour ça. Donc voilà quelques péchés capitaux qui ont déjà été passablement corrigés. On a vu sur les slides qu'il y a eu des modifications en 2010, en 2011, en 2013, un petit peu tous les ans, les péchés principaux se corrigent en marchant. Alors ce qui est dommage, c'est que quand on corrige les défauts, on complexifie. Donc il faut trouver le juste milieu entre ne pas avoir de discrimination, et c'est, je crois, le projet de loi là est formidable puisque quelque part il unifie tout le microsocial et il met tous les Français voilà, dans sur le même pied d'égalité. Alors avant de donner la parole à Monsieur Grand-Guillaume, je vais la donner à Yves Fouché avec la même question. Est-ce qu'au sein des chambres de commerce et d'industrie, les auto-entrepreneurs sont des entrepreneurs comme les autres ? Écoutez, j'ai de la chance parce que Ludovic Badaud, qui a quand même fait une grande peinture, là, on n'a pas parlé des chambres de commerce et d'industrie. On n'a que des compliments sur vous. Voilà. Je crois que, et c'est tout le travail de Laurent Grand-Guillaume et des projets de loi en cours, on mélange tout. On mélange tout. On mélange un régime avec un statut, on mélange les uns avec les autres. Il faut y mettre de l'ordre. Je veux dire, quand il se trouve que j'ai un métier qui est de faire du conseil, sans aller au-delà, quand vous recevez quelqu'un qui veut créer une entreprise,
à minima, il a 15 solutions possibles. Donc normalement, s'il est bien constitué, en l'état, il fuit immédiatement. C'est pas possible. Puisque si vous parlez du statut juridique, il y a l'entreprise individuelle, il y a l'EIRL, il y a l'EURL, il y a la SAS, SASU. Si vous parlez du fiscal, il y a le régime simplifié, pas simplifié, LIR, il y a l'IS et puis le travailleur non salarié, et puis il y a le travailleur non salarié dans une société non soumise à l'IS. Enfin, je peux continuer comme ça. Donc on mélange tout, c'est beaucoup trop compliqué, et le travail qui est entamé et bien avancé aujourd'hui va permettre de simplifier les choses. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille passer de la simplification au simplisme. Autrement dit, j'entends ici et là que pour le créateur d'une entreprise, il faudrait qu'un statut possible, l'entreprise individuelle, point. Alors on deviendrait le seul pays d'Europe quasiment où on n'aurait pas la possibilité de créer une entreprise dans le cadre d'un statut de société. Ce serait quand même assez étonnant. Donc on mélange tout, et donc les auto-entrepreneurs, qui pour moi sont des entrepreneurs individuels bénéficiant d'un régime simple, et c'est tant mieux, il faut que ça dure, sont des entrepreneurs. L'immense avantage du régime de l'auto-entrepreneur, c'est que, et Maria Novak le réclamait, et tout le monde le réclame, c'est simple, c'est compréhensible, on gagne, on paye, on gagne pas, on paye pas. Et franchement, quand on voit les chiffres que personne n'a de raison de contester, tous ces milliards déclarés ne nous leurront pas. Avant, ils existaient. Et ils n'étaient probablement pas tellement déclarés. Et donc ça veut dire que c'est du chiffre d'affaires déclaré, ça veut dire que ce sont des recettes fiscales, ça veut dire que ce sont des recettes sociales, avec les problèmes que ça pose. Ils sont considérables en termes d'accumulation de trimestres de retraite, etc. C'est sûr. Mais bon, il y a un truc simple, qu'il perdure, qu'il soit encore un peu plus organisé. Laurent Grand-Guillaume s'en occupe. Les CCI travaillent autour de cela, et c'est tant mieux. Mais une question... les CCI, il est question que les auto-entrepreneurs aient l'obligation d'immatriculation auprès des CCI. Êtes-vous favorable à cette immatriculation ? Écoutez, d'abord, si les auto-entrepreneurs devaient être immatriculés quelque part, qu'ils le soient partout. C'est juste par parallélisme de forme. Mais au-delà de ça, c'est pas un problème d'immatriculation, c'est un problème de capacité d'être référencé et retrouvé. Pour dire encore les choses autrement, les CCI ne souhaitent pas que les auto-entrepreneurs... Puis ça m'énerve, c'est pas les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs individuels. Arrêtons. Grégoire, c'est pas une contestation de l'auto-entrepreneuriat. Il y a des entrepreneurs individuels avec un régime simple. Voilà. Ça, c'est le sujet. Que ceux-ci soient immatriculés ou pas, ce que je ne veux pas qu'on imagine, c'est que ça nous intéresse pour quelques raisons de chiffre d'affaires. On a des petits débats en termes budgétaires, mais on ne va pas faire la fin de la semaine en taxant les entrepreneurs qui démarrent. Ce n'est pas le sujet. Laurent Grand-Guillaume, hier soir, donc, la commission mixte paritaire au Parlement a adopté un texte. Est-ce que, Grégoire, pardon, vous vouliez prendre la parole avant, peut-être ? Si vous me permettez, justement, qu'on passe au sujet de la commission mixte paritaire, pour tordre définitivement le coup à cette histoire d'immatriculation, je pense qu'il faut que les choses soient très claires. L'immatriculation qu'on va rendre obligatoire pour tous les auto-entrepreneurs, y compris ceux qui sont déjà inscrits au 1er janvier 2015, n'apportera rien de plus à ce qui existe déjà aujourd'hui, si ce n'est de la complexification. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Appelons un chat un chat. C'est un retour en arrière en matière de démarche administrative. D'ailleurs, et vous avez raison de le dire, Monsieur le Président, il n'y a que les artisans et les commerçants qui seront soumis à cette règle. Les professionnels libéraux n'ayant pas de registre existant aujourd'hui à l'État français n'auront pas à s'y matriculer. Et d'ailleurs, l'Inspection générale des finances l'avait très bien pointé dans son rapport. On ne suivra pas mieux les auto-entrepreneurs en les immatriculant quelque part qu'on ne les suit aujourd'hui parce qu'ils sont à la cause. Donc soit on crée un répertoire national des auto-entrepreneurs dans lequel ils matriculent tout le monde, mais ça n'a aucun sens parce qu'en ce moment-là on redistingue l'auto-entrepreneur des entrepreneurs individuels et effectivement on veut aller au-delà, soit on n'immatricule plus les entrepreneurs individuels. Bon, c'est un retour en arrière, on le regrette, ça on l'a déjà dit 20 fois. Laurent Grand-Guillaume, est-ce que vous pouvez nous rappeler les grands points de la réforme, en tout cas ce qu'il faut retenir ?
c'est d'abord en fait la fusion des deux régimes auto-entrepreneurs et micro-entreprises en gros en un seul régime qui permet en fait à chacun de pouvoir bénéficier à la fois des mêmes seuils qui ne changeront pas, donc il n'y aura pas de limitation dans le temps, mais surtout en fait permettre à ceux qui sont en micro de ne pas avoir à payer de cotisation minimale s'ils n'en font pas le choix. Puisque en fait un des freins souvent c'est le paiement de la cotisation minimale. Un des amendements que j'ai porté va baisser aussi la cotisation minimale pour tous ceux qui sont au régime réel, ils sont nombreux, à partir du 1er janvier 2015, puisque cette cotisation minimale sera inférieure à 1 000 €, alors qu'aujourd'hui en moyenne elle est de 1 750 €. Il y a quand même 350 000 entreprises en France chaque année qui payent plus de cotisation que ce qu'ils réalisent de chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait quand ils démarrent, eh bien, ils ont cette cotisation minimale. Bon. D'ailleurs, ça me fait penser à un élément que j'avais proposé qui n'a pas encore été retenu. Alors, moi, j'ai des fois des propositions peut-être un peu révolutionnaires, mais en même temps, je pense que c'est comme ça qu'on avance. Vous savez que la C3S va être supprimée. Or, elle alimente en partie les caisses des indépendants, pour équilibrer parfois. Donc, qui va compenser ? Il faudra bien compenser. Or, pour compenser, vu qu'on doit diminuer nos dépenses, il faudra aussi réformer les caisses. Il y a plus de 10 caisses aujourd'hui des indépendants. Ce qui est beaucoup trop, comment s'y retrouver. Et je crois que l'avenir, c'est quand même de regrouper toutes ces caisses. Alors ça va être des débats compliqués, puisqu'en fait derrière, il y a d'autres débats qui sous-tendront tout ça, mais je crois que c'est un élément aussi qui va être important dans la visibilité, d'ailleurs, pour tous les travailleurs indépendants, et puis par rapport aux économies d'échelle à faire, parce qu'en fait chacun doit faire les efforts nécessaires. Donc ça, c'est un élément qui ne sera pas simple, mais qu'il faudra mettre, je crois, dans le débat. Après, j'avais aussi proposé un élément simple, c'est que quand on crée une entreprise, en fait, que l'immatriculation, on va dire, réelle ne se fasse qu'au moment où on réalise du chiffre d'affaires. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de structures qui se créent mais qui ne réalisent pas de chiffre d'affaires, qui ont un coût, puisque les personnes bénéficient des indemnités journalières, encore, et donc il y a un décret qui mettra fin à cela, ça coûte 20 millions d'euros par an quand même. Et donc, le fait de déclencher toutes les procédures administratives devrait se faire qu'à partir du moment où on réalise un chiffre d'affaires. Parce qu'en fin de compte, on génère des dépenses, là aussi, publiques, pour des structures qui ne réalisent pas de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un élément qui n'avait pas été retenu, mais qui était important. Après, sur les dispositions, il y a aussi donc toutes les dispositions relatives aux stages préparatoires à l'installation, notamment pour tous ceux qui voudront travailler dans l'artisanat, puisqu'il va être modifié, et en ce moment, les chambres des métiers travaillent avec le ministère pour donc faire évoluer ce stage, qu'il soit individualisé et mieux adapté. Alors après, il y a eu des débats pour savoir s'il fallait l'ouvrir à d'autres organismes. Bon, cette option n'a pas été retenue, mais c'était un débat qui a été porté. Je sais aussi en partie par l'ADI, par exemple, mais qui n'a pas été retenu hier en commission mixte paritaire. Et puis après, vous avez tous les sujets liés à l'accompagnement, liés notamment à ce parcours de croissance et le passage d'un régime à l'autre qui sera simplifié du fait d'abord de la baisse des cotisations minimales. Après, c'est vrai qu'on touche beaucoup de sujets fiscaux et sociaux. Et puis après, il y a un autre débat qui arrive, puisque j'avais ouvert la première réunion de ce groupe de travail, puisqu'il y a un groupe de travail qui s'est mis en place au ministère de la Justice, avec tous les ministères concernés, différents professeurs d'université, ainsi que tous les acteurs qui ont participé à la commission que j'avais animée, sur le statut juridique. Puisque l'idée, c'est de simplifier aussi les statuts juridiques des entrepreneurs individuels, en conservant bien sûr les sociétés, mais un débat qui doit permettre de protéger le patrimoine des entrepreneurs individuels. Vous savez que les entrepreneurs individuels sont responsables devant tout leur patrimoine, donc au moins protéger leur patrimoine personnel, et puis ensuite faire en sorte de distinguer en fait les revenus qui restent dans l'entreprise des revenus qui en sortent, en gros, pour résumer, puisqu'aujourd'hui, en fait, ces entrepreneurs individuels, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de leurs bénéfices, ce qui n'est pas économiquement, on va dire, très intéressant. Parce que si on veut faire croître l'entreprise, il faut que tout ce qui reste d'entreprise soit soumis à un impôt, bien évidemment, qui soit moins élevé. Et sur votre proposition d'unifier les statuts d'entreprise individuelle, vous pensez que cela aboutira prochainement? Bon, il y a des conservatismes, bien sûr. Il y a tous ceux qui commencent à dire, mais à côté, si on protège le patrimoine des entrepreneurs individuels, on ne pourra plus leur faire d'emprunt. Bon, vous imaginez que ce sont les banques qui disent ça. Ensuite, vous allez avoir ceux qui vont dire non, ça va être compliqué, on a déjà essayé, c'est pas facile, on a fait le IRL. Voilà, vous aurez tous les conservatismes possibles et inimaginables qui vont s'exprimer, comme c'est souvent le cas dans notre pays. Mais après, je crois qu'il y a la volonté, en tout cas des acteurs professionnels, de pouvoir avancer dans cet état d'esprit-là, puisque c'est un sujet qui avait fait l'unanimité, d'ailleurs, des personnes qui étaient dans la commission.
avec différents points de vue. Mais je pense qu'on peut avancer, il faudra seulement ne pas céder aux différents conservatismes. Puis ce que je voudrais dire enfin, puisque apparemment j'ai une collègue socialiste qui a dit des bêtises, ça peut arriver. Parfois ça arrive souvent, on l'espère pas trop longtemps, voilà. Mais en tout cas sur cette question de l'amendement sur la présomption de salariat déguisé, comme je vous l'ai dit, ils ont voulu supprimer en fait une disposition du Code du travail qui touche tous les travailleurs indépendants. L'article supprimé dans l'amendement, il touche tous les travailleurs indépendants, c'est-à-dire les 2,5 millions de travailleurs indépendants, avec les conséquences que ça peut avoir en termes de complexification. Et en même temps, je ne suis pas persuadé que le fait de présumer quelqu'un salarié, ça règle le problème du salariat déguisé. Parce qu'en fait, quand il y a salariat déguisé, il y a quand même quelqu'un qui paye et qui choisit aussi cette situation. Donc, je veux dire, ce qu'il faut, l'URSSAF en fait a fait 1500 contrôles en moyenne par an. Sur ces 1500 contrôles, il y a 2 à 3% de salariat déguisé. Eh bien, faisons en sorte de lutter contre ce phénomène sur ces 2 à 3%, mais ne rajoutons pas de la complexité à des choses qui fonctionnent. D'autant plus que les travailleurs indépendants, c'est quand même un statut qui existe aussi au niveau européen, avec les travailleurs autonomes, et qui se développe. Donc, faisons attention à ce que l'on peut faire et parfois aux amendements qui sont portés ici ou là. Alors, c'est sûr que ça fait plaisir de dire, voilà, il y a un amendement communiste, moi je le soutiens, je suis vraiment de gauche, donc il faut y aller. Et puis ça fait plaisir de dire après à certaines organisations, ne vous inquiétez pas, avec ça tout va être réglé. Mais c'est mentir, parce que même cet amendement, il n'aurait rien réglé, puisqu'il n'aurait pas de conséquences, on va dire, particulières par rapport au phénomène qui est dénoncé. Donc je crois qu'il faut être sérieux, il vaut mieux prendre ce sujet tranquillement, voilà, le poser, réunir à son tas tous les acteurs qui sont confrontés à ça, parce que c'est vrai que dans le secteur du bâtiment, il y a des difficultés, c'est un secteur qui souffre aujourd'hui, hein, il faut le dire, il suffit de regarder les derniers chiffres qui ont été publiés, ils sont mauvais, et donc et prendre ce sujet tranquillement avec tous les acteurs, voir comment on peut le résoudre, parce que je suis sûr que tout le monde veut le résoudre, et puis faire les choses sérieusement, mais pas comme cela avec un amendement qui sort du bois et qui pourrait avoir des conséquences autres. Alors avant de poursuivre le débat, je rappelle à tous les participants qui sont dans la salle qu'ils peuvent poser des questions s'ils le souhaitent. Monsieur Fouché, vous vouliez réagir au propos de Laurent Grandguillaume. Juste deux commentaires. Je ne suis pas du tout opposé à l'idée de fusion de diverses caisses. Juste un clin d'œil, il faudra le faire un peu mieux que ce qui a été fait précédemment, parce qu'en l'état actuel, c'est pas encore tout à fait performant, et je pèse mes mots. Et deuxième remarque, sur le salariat déguisé, merci d'avoir fait en sorte que ça ne passe pas, parce que alors là, c'était tuer l'entreprise individuelle, c'était simple. Mais en même temps, le vrai débat de fond, c'est qu'il faudra être très explicite, puisque à mon avis, je pense que la doctrine de l'URSSAF n'a pas changé. Et si un entrepreneur individuel travaille à 100% pour un client unique, il est considéré par l'URSSAF comme un salarié. Donc cette brillante victoire, et je vous en remercie, ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt des risques, qui sont peu nombreux, mais qui existent vraiment, et du fait de la doctrine de l'URSSAF. Je ne discute pas de cette doctrine, mais elle est. Donc il y a un vrai danger. Donc avant de passer à la partie sur ce qu'il reste à faire ou ce qui va être mis en place concrètement, on va notamment parler de formation, avez-vous des questions dans la salle ? Non. Alors c'est que vous devez vous exprimer très clairement et tout le monde a bien compris vos propos. Il y a une question. Ah, il y a une question, oui. Monsieur. C'est pas vraiment une question, mais je voudrais juste réagir sur quelque chose que vous avez dit, je crois, Monsieur Fouché, tout à l'heure. Vous avez dit qu'il y avait donc 25 milliards de chiffres d'affaires qui étaient réalisés depuis la création du statut. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, je sais, mais vous avez dit, c'est un petit détail en fait. Et vous avez ajouté qui probablement existait, ne nous leurrons pas. Ouais. Eh bien, je ne suis pas sûr de ça. Parce que justement, l'expérience que je fais, je suis auto-entrepreneur, ce qui m'a énormément frappé dans cette expérience, c'est que le travail, ça se crée. Le travail n'existe pas dans la nature. Et moi, quand je crée mon travail, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de demande, on ne me demande rien. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'on arrive dans un endroit, il y a une dynamique de vie, et au sein de cette dynamique de vie, on perçoit un certain nombre de choses,
on les oriente d'une manière ou d'une autre, on crée un discours autour de ça, on crée quelque chose émerge. Donc on est des agents qui permettent de faire émerger du travail qui sinon n'existerait tout simplement pas du tout. Voilà. Vous avez juste un mot, vous avez parfaitement raison, et je me suis probablement mal exprimé. Ce que je voulais simplement dire, c'est que ne nous voilons pas tout à fait la face quand même. Au-delà de tout ce que ce régime a permis de créer, et encore une fois, je souscris à vos propos, il y avait quand même une économie, on va dire, parallèle, souterraine, qui existait. Et je dis simplement qu'en plus d'avoir libéré des énergies, ce régime de l'auto-entrepreneur a permis de faire apparaître de l'activité qui n'était pas forcément déclarée. Voilà. Donc Maria Novak, qui a une grande expérience sur la création d'activités là-dessus, souhaite s'exprimer. Oui, écoutez, je voulais réagir sur ce que vous disiez, monsieur. Moi, je crois qu'on est vraiment dans une période de mutation où la création d'entreprises est devenue, c'est pas qu'elle va devenir, c'est qu'elle est devenue la voie majeure de création d'emplois. Et je vous donne 2 chiffres. C'est des chiffres INSEE sur les 12 derniers mois, disons. Solde des emplois détruits, 139 000. Solde de nouvelles entreprises créées, 477 000. Vous voyez, à l'heure actuelle, c'est vraiment la création d'entreprises, c'est cette volonté d'initiative, de créativité dont vous parlez, qui est responsable de la plus grande partie des emplois nouveaux en France. Et par pitié, essayons de déjà vérifier les statistiques, hein, mais prenez-les en compte. Ça devient, ce débat entre travail salarié et création d'entreprise devient insensé. De toute façon, le travail salarié dépend aussi de la création d'entreprise. Donc, il n'y a pas l'un qui est meilleur que l'autre. Il faut, bien évidemment, développer les deux, mais prenez suffisamment en compte justement l'importance de cette créativité qui existe dans la plupart des gens et qu'il s'agit simplement de révéler. Alors je voudrais saluer l'arrivée d'Hervé Mariton, député de l'UMP de la Drôme. Si vous voulez dire quelques mots, juste une rapide question. Est-ce que vous pensez que la loi, les réformes en cours modifient profondément le régime de l'auto-entreprise? Est-ce qu'on reste dans l'esprit de ce qui a été créé en 2008? D'abord, j'arrive en retard et je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses. Je crois que, après qu'il y a eu tout de même un son d'inquiétude et d'alerte rouge, le travail qu'a fait mon collègue Laurent Grandguillaume a été un travail de grande qualité et qui est resté dans l'esprit initial. Je crois qu'au moment de la création de l'auto-entrepreneur, il y a d'évidence une évolution conceptuelle majeure qui a été réalisée, que tout ça a du mal à être digéré. On le mesure dans les débats nationaux, on le mesure dans les débats sur le terrain. Enfin, chaque année, le moment de l'Assemblée générale de la CAPEB, que je respecte absolument, est toujours un moment très fort sur ce terrain. Mais à un moment, il faut que les gens comprennent ce que Marie Novak vient d'indiquer. J'étais en retard, entre autres, parce que j'avais, ce qui est un champ totalement différent, mais une rencontre avec des gens qui étaient plutôt dans le conseil, et où on voit bien que ces tensions sur le salariat classique sont tout de même des tensions extrêmement fortes. Et à un moment, je pense qu'il faut l'assumer. Il y a des gens qui sont dans les schémas classiques, historiques du salariat, et il n'y a pas de raison d'en précipiter la fin. Je n'ai pas de vision idéologique de cette nature-là, mais il y a aussi des évolutions d'une autre nature qui font qu'il faut sûrement aujourd'hui appréhender différemment tout ce qui est prêt de main-d'œuvre, crainte du salariat déguisé et choses de ce type. Je pense qu'il faut éviter de trop faire la police des choses. Donc je pense à la fois très concrètement que l'atterrissage proposé par Laurent est bon et qu'il faut assumer qu'on a à la fois des personnes qui portent leurs propres projets de manière très autonome et très indépendante, mais que l'auto-entrepreneur, il n'est pas sur une planète distincte, il est tout de même en contact avec le reste de l'économie, et qu'à un moment, on a une relation avec le reste de l'économie qui peut en effet porter
à un débat et à un risque judiciaire sur le salariat déguisé, et que là-dessus, il faut essayer de détendre l'ambiance. On voit, je suis actuellement sur des réflexions sur le tourisme, je suis responsable du projet à l'UMP, on essaye de formuler un certain nombre de propositions sur l'attractivité touristique. Très vite, dans ce secteur-là, on a un appel. Il se trouve que Hervé Novelli a été à la fois le créateur de l'auto-entrepreneur, qu'il a été secrétaire d'État au tourisme et qui participe à ces réflexions, mais pas lui, et c'est pas uniquement une vision politique. On a un appel sur ce que peut être le rôle de l'auto-entrepreneur dans ce domaine-là, à la fois en termes d'offres et de demande. Il y a des gens qui sont prêts à offrir des prestations, et il y a des gens qui sont demandeurs d'eux. Et si l'obstacle immédiat, c'est la qualification du risque de salariat déguisé, on va nulle part. Donc, je résume. Il y a eu une belle idée. 2, elle n'est pas morte, tant mieux, merci Laurent. 3, il y a probablement, mais je ne suis pas assez expert techniquement là-dessus, mais il y a probablement du travail encore à faire pour éviter les risques contentieux de salariat déguisé qui viennent peut-être trop vite ou qui, dès que les choses prennent un peu d'ampleur et un peu de durée, peuvent venir trop rapidement. Et ce n'est pas la peine de casser cette dynamique. Hervé Mariton, dans l'état actuel du texte, le voterez-vous à l'Assemblée nationale? Je pense que dans l'état actuel de ce texte, il est perfectible et on peut souhaiter l'améliorer, mais je n'ai pas d'objection absolue au fait de le voter. Donc la réponse est oui. Merci. D'autres questions dans la salle? Il y en a plusieurs. Monsieur. Merci. Bonjour. Donc, Aurélien Salé, coordinateur national des auto-entrepreneurs. Je vais prendre un petit peu de temps, mais je vais parler très vite, comme ça on va en gagner. Merci pour tout ce que vous avez dit, c'est très important évidemment ce que vous avez dit Maria, puisque c'est le cœur du sujet, puis c'est autour de ça que maintenant les choses vont tourner. Je ne vais pas faire un grand rappel historique des choses, mais quand on a créé avec Hervé Novelli le régime de l'auto-entrepreneur, on n'a pas laissé simplement un régime micro-social ou fiscal comme le proposait le rapport Hurel, on en a fait une vraie innovation technologique aussi. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que ce régime, c'est un régime qui change les choses et qui permet de les changer, qui a compris ce qu'était qu'Internet. L'évolution sur la dématérialisation complète du régime, c'est une des évolutions qu'il faudra faire, notamment si on veut pouvoir réintégrer la taxe de la CFE au niveau national, parce que techniquement, c'est comme ça qu'on pourra dealer avec les maires. Bref, mais donc c'est une belle idée qui a été faite un peu en dehors de tous les radars, parce que sinon, toutes les corporations et les corporatismes qu'on a connus, enfin, qui bloquent beaucoup la France, nous auraient empêché de le faire. On l'a fait malgré l'administration aussi. L'IGF et l'IGAS en 2008, quand on a proposé cette réforme-là, n'était pas très très chaude, on ne peut pas dire ça. Mais c'est une réforme qui a énormément fonctionné, qu'on est très fiers tous ensemble d'avoir réussi et permis à sauver, grâce évidemment au travail de Laurent, mais aussi à tout le travail qu'on a fait préalablement, qui a permis au Premier ministre de nommer une commission autour de Laurent Grandguillaume au mois d'août dernier, au même moment où Mme Pinel déposait son projet de loi à la table du Premier ministre, du Conseil des ministres. Et cette évolution majeure, c'est exactement la problématique qui a été soulevée. Est-ce que l'auto-entrepreneur est un entrepreneur? Est-ce que c'est un travailleur indépendant? Est-ce que c'est un faux salarié, un vrai salarié? Pour répondre à tout à fait juste ce que disait monsieur, et pour te répondre Yves, une statistique qui est très importante et pour moi la plus importante, c'est que 75% des auto-entrepreneurs déclarent, il y a 3 sondages qui l'ont fait, c'est toujours été la même chose, 75% des auto-entrepreneurs déclarent que si le régime n'avait pas existé, ils n'auraient jamais créé. Donc les milliards d'euros qui ont été créés, 23% venaient de personnes qui déclaraient oui effectivement avant je faisais du black et j'avais une activité et je l'ai éclairci en étant auto-entrepreneur, mais 75% ne l'étaient pas, ce qui veut dire que c'est un régime qui crée. Et c'est ça qui est majeur. Et aujourd'hui, pour moi en tout cas, c'est ni un entrepreneur, je ne vois pas ce que les auto-entrepreneurs, pardonnez-moi, mais auraient à faire au MEDEF. C'est pas du tout la même chose. C'est pas complètement un entrepreneur, c'est pas complètement un travailleur indépendant ou un salarié. C'est un espèce de mix, mais qui correspond à cette évolution du monde, comme tu le disais aussi très bien, Hervé. On a énormément de nouveaux métiers, une nouvelle façon, un nouveau paradigme économique qui est en train d'arriver. C'est tout ce qui est collaboratif, toute l'économie sociale et solidaire, tous les métiers, le tourisme. J'étais aussi avec Hervé quand on était au tourisme. J'ai été après directeur de la stratégie digitale à Atout France, donc c'est quelque chose que je connais bien. Le tourisme en France est un atout majeur. C'est de l'emploi non délocalisable, c'est la valorisation de nos territoires.
c'est l'image de la France dans le monde entier. 80% des touristes, enfin des habitants de notre planète, quand on leur dit où vous voulez aller, c'est Paris ou la France. Voilà, donc c'est des choses qui sont très importantes et très structurantes. C'est pour ça que ce combat qui a été mené âprement par tout le monde, et vraiment moi je remercie tout le monde de l'avoir mené, aujourd'hui doit ouvrir une nouvelle fenêtre. Et c'est exactement le point, c'est l'acceptation par les pouvoirs publics, par les réseaux, par tout le monde, qu'à côté du salariat, qu'à côté de l'entrepreneuriat, on a aussi des personnes qui aspirent à faire autre chose. Et je terminerai juste pour faire un tout petit peu de pub, pardonnez-moi. Et c'est pour ça qu'on a lancé, nous, le 11 mars, Entreprenez votre vie, qui veut fédérer tous les acteurs, justement, pour que tous ensemble on travaille. Je pense que la situation de la France aujourd'hui est suffisamment dramatique pour pouvoir dépasser les luttes idéologiques et cette espèce de lutte des classes qui prévalait à l'amendement communiste sur la présomption de non-salariat, pour pouvoir tous travailler et aller dire aux Français, allez leur redonner confiance. Ayez confiance en vous, prenez-vous en main, entreprenez votre vie. C'est ce que l'on fera, notamment dans notre première réunion publique au Salon des entrepreneurs de Lyon. Voilà. Alors, il y a d'autres interventions dans la salle. Qui souhaite... Madame. Bonjour, Claire Bonjour. Boulot pour le magazine Challenge. Moi, je voulais rebondir donc sur la question du salariat déguisé. Dans mon entourage, les cas d'auto-entrepreneurs que j'ai, c'est une situation qui est intermédiaire, c'est-à-dire que ce sont effectivement des personnes qui sont dans le salariat déguisé, mais pour des start-up. Donc oui, ils participent à la création d'entreprises, mais en étant parfois sur une durée totale d'1 an avec un seul client. Est-ce que vous considérez que ce genre de situation doit être permise parce qu'elle permet la création d'entreprises, ou est-ce que c'est davantage trop du côté du salariat déguisé? Ou alors est-ce qu'il faut permettre ce genre de situation en disant au-delà d'1 an, il faut que ça débouche sur un CDI? Comment réagissez-vous face à ce genre de situation? Et je précise que ce sont plusieurs cas que j'ai rencontrés de diplômés de jeunes écoles de commerce, de jeunes diplômés d'écoles de commerce, donc des personnes qui sont qualifiées et qui se retrouvent face à des entreprises qui n'ont pas forcément les fonds dès le départ pour les salariés. Ludovic Bado. Oui, Vous alors répondre. c'est ce que je disais hier sur LCI, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de vouloir décider pour les autres. C'est-à-dire que par exemple, vous avez un auto-entrepreneur qui travaille dans une entreprise pendant 1 an, vous avez le législateur qui va vouloir considérer que c'est un salarié. Est-ce que cet indépendant n'a pas le droit de faire le choix d'être indépendant, de vouloir poser ses congés quand il veut, d'avoir une forme de liberté, d'être peut-être mieux payé qu'en salarié? Je crois qu'il faut simplement respecter la volonté de chacun et arrêter de vouloir imposer par des règles. Je pense que c'est déjà le premier point. Et puis il y a un second point qui est important de mentionner, c'est qu'on devrait s'inspirer parfois utilement de ce qui se passe à l'étranger. Sans aller très loin, en Italie par exemple, on a une sorte de contrat civil sous forme de grappe d'entrepreneurs ou de personnes physiques qui entreprennent ensemble, qui pour autant n'ont pas une relation de salarié, une relation contractuelle entre eux, mais qui travaillent ensemble, un peu comme on pourrait travailler au sein d'un groupement d'intérêt économique en France, autour d'un projet. Alors en France, la grappe n'existe pas, mais le législateur, je suis entouré de législateurs ce matin, j'ai de la chance, donc je leur envoie la patate chaude, en leur proposant peut-être d'y réfléchir un jour, mais il faut que ce soit le législateur qui s'adapte aux besoins de la société actuelle et pas la société qui s'adapte aux envies du législateur. Ou alors je me trompe, mais... Est-ce que Laurent Ganguillaume, cette question n'en amène pas une autre, celle de la peur de salariés? En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs, et les auto-entrepreneurs, dans le passage et dans la croissance, l'expriment, on l'a vu dans l'enquête qui a été faite, la peur du premier embauché est quelque chose d'extrêmement fort chez les entrepreneurs. Oui, elle existe. D'ailleurs, moi je suis favorable à ce que le premier emploi ou l'emploi supplémentaire il soit exonéré de cotisations pendant une période assez longue dans le contexte que l'on connaît. Après, cette proposition n'a pas forcément été retenue, mais je continue à la porter puisque je suis tenace et parfois têtu même. Donc sur la question en fait, qui est soulevée du salariat déguisé. En fait, dans le rapport que j'ai présenté, j'aborde à un moment donné un point qui me semble le plus important, puisque c'est le point souvent qui faisait débat et qu'on n'arrivait pas à résoudre. C'est effectivement aujourd'hui, si on prend un étudiant par exemple, je prends cet exemple-là, qui l'été va faire un site internet pour une entreprise, est-ce qu'il le fait en tant que salarié ou est-ce qu'il le fait en tant qu'auto-entrepreneur ou est-ce qu'il est entrepreneur, est-ce qu'il est salarié? Aujourd'hui, on parle même d'un statut d'étudiant entrepreneur. On parle d'intrapreneuriat. On parle, voilà. Et en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, de plus en plus, se mêlent et se mélangent en fait différents statuts. C'est-à-dire, vous avez le salarié qui est entrepreneur,
qui a créé une entreprise à côté. Voilà, il a le droit, on ne va pas l'empêcher. On voit bien qu'en fait, nous n'avons pas de débat de société sur ce sujet. Bon, c'est vrai que dans notre pays, on a du mal à aborder les débats sereinement, souvent c'est très clivé, mais en même temps, c'est un vrai sujet de fond, c'est-à-dire que l'évolution que l'on connaît en France sur le marché du travail existe aussi au niveau européen, dans les différents pays européens, et se développent les travailleurs, ce qu'on appelle autonomes. Mais qu'est-ce qu'on met dedans ? Et comment on va faire évoluer le droit par rapport à ces situations ? Comment on va à la fois sécuriser le parcours des uns et des autres, et puis en même temps apporter de la flexibilité. C'est un gros mot souvent, pourtant ça existe, la flexibilité. C'est pas, tous les Français le vivent souvent dans leur travail. On leur demande de faire plus d'heures à un moment donné. Voilà. J'avais même défendu d'ailleurs la défiscalisation des heures supplémentaires en disant qu'il fallait la maintenir. Alors, je ne vous dis pas ce que j'ai entendu chez parfois certains de mes amis. Mais je pense que ce sont des éléments qui sont fondamentaux. Et aujourd'hui, on voit donc évoluer des situations avec différents statuts. Les personnes ont différents statuts dans la société. Et la question qui est posée, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse claire, en fait. Il y a une doctrine, effectivement, au cas par cas, mais il serait temps de mettre ce sujet sur la table et de dire à partir de quel moment est-ce qu'on est salarié déguisé ou pas, je ne sais pas. En tout cas, il faut avoir le débat. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est d'accord pour définir les choses. Et personne n'est d'accord pour avoir un vrai débat de fond sur ces évolutions-là. Et donc moi, ce que je préconise dans le rapport, c'est de dire, mettons en place une vraie étude de société sur ce sujet, sur les évolutions du marché du travail, sur les évolutions sociétales autour du travail et de l'entrepreneuriat, et sur les frontières qui existent, et jusqu'où on va. Voilà. Et je pense qu'il faut vraiment avoir ce débat. Et accepter de déplacer cette frontière. Oui, mais faut véritablement lancer le débat. Parce que si on ne lance pas le débat, et là, Laurent Grandguillaume a totalement raison, parce que si on ne lance pas le débat, si on décrète ou si vous légiférez, derrière, il y a de la doctrine et il y a de la jurisprudence, et on mettrait des entrepreneurs dans des situations délicates s'il n'y a pas ce débat et si les choses ne sont pas éclaircies. Parce que moi, je suis libéral, donc je soutiens tout ça. Sauf qu'il y a des réalités. Il y a la vraie vie derrière, et la vraie vie derrière, ça peut être un sacré boomerang pour un entrepreneur ou celui qui travaille avec lui parce qu'ils subissent. Parce qu'après, vous savez, on s'entend bien, puis un jour, on est un peu fâché. Et c'est le jour où on est un peu fâché que là, des difficultés apparaissent. Donc, il faut un vrai débat. Parce qu'effectivement, on ne peut pas rester assis sur des usages de siècles antérieurs. Alors, il est 11h05, on va poursuivre encore une dizaine de minutes avant de poursuivre nos débats. Il y avait une question ici. Madame, pardon. Oui, bonjour. Je tenais déjà à remercier tous les acteurs qui sont sur l'estrade, savoir qu'ils ont bien aidé au maintien de ce régime comme il est actuellement. Moi, je voulais vous parler de mon cas personnel qui, je pense, en termes de salariés déguisés, pose un réel problème de législation, à savoir que je suis une retraitée, j'ai mis mon CV sur des sites de recherche d'emploi dans ce domaine, enfin avec le statut auto-entrepreneur. J'étais chassée par une entreprise qui voulait externaliser sa relance client. Donc, ok, j'ai pris, il y avait un certain nombre d'heures, de jours à faire en fonction de la masse de travail. Il se trouve qu'au travers de ce que j'ai pu lui donner comme travail rendu, mon statut a évolué, enfin pas évolué, mais disons que le travail que j'ai eu à faire a évolué. À savoir que depuis quelque temps, je ne fais plus de relance client, mais plutôt du conseil en contrôle de gestion, chose qui n'existait pas du tout dans l'entreprise, mais qui, du fait qu'elle se développe, devient cruciale et il faut s'en occuper. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? J'ai toujours mon statut d'auto-entrepreneur et je pense que je suis dans le cas de la limite entre le salarié déguisé et l'auto-entrepreneur, à savoir que je travaille beaucoup de chez moi et pas forcément toujours dans l'entreprise. Alors est-ce que ça aussi, ça peut être un argument pour le salarié Mais déguisé? vous, madame, comment vous sentez la situation? Comment vous aimeriez que ça évolue? Moi, je voudrais que ce statut reste parce que j'ai beaucoup de liberté, je prends mes congés quand je veux, je ne suis pas tributaire des ouvertures et des fermetures du cabinet. J'arrive même à organiser mon temps, c'est-à-dire que si je veux ma journée, je travaille le soir, ou même tard le soir. Enfin, j'ai toute liberté
si je donne le travail qui m'est demandé. Ludovic... Mais en fait, votre crainte, vous voulez rester auto-entrepreneur, mais vous avez une crainte, c'est que si, un contrôleur vient, c'est en gros que vous vous retrouviez salarié par contrainte, aussi bien pour l'entreprise que pour vous. Et c'est ça le scandale. Mais la crainte, elle n'est pas que chez moi, parce que j'ai très bon rapport avec la personne, les responsables de l'entreprise dans laquelle je suis. Elle est des deux côtés. Voilà. Est-ce que c'est pas la question sous-jacente du lien de subordination ? Il y a toujours un lien de subordination. Je pense que quand on a un client, on est quelque part subordonné à son client. La vraie question, c'est de savoir ce que veut faire l'entreprise, ce que vous voulez faire vous. Et je pense que si vous considérez demain que vous méritez et que vous préférez d'être salarié dans les conditions dans lesquelles vous êtes, vous n'aurez aucune difficulté à vous faire requalifier en allant voir l'URSSAF. Donc que le législateur arrête d'imposer et de vouloir contrôler la vie de tous, parce qu'aujourd'hui vous êtes inquiète si vous vous faites contrôler, alors qu'aujourd'hui vous êtes bien, heureuse, épanouie dans ce que vous faites. Donc c'est ridicule. Chantal Tisserand, vous Donc, souhaitiez je voulais juste effectivement rajouter là-dessus, on a tous le lien de subordination, il faut vraiment en prendre et en laisser. Parce que quand vous êtes toubib ou que vous êtes kiné, ou je ne suis pas du monde de la santé, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vous êtes complètement subordonné à la sécurité sociale qui fixe même le prix que vous touchez. Donc vous êtes en lien de subordination, si on entend comme ça, avec la sécurité sociale. Quand vous êtes agent général d'assurance comme moi, et que vous avez un mandat d'une compagnie X ou Y, AXA Generali, vous avez des règles que vous êtes obligé de respecter par rapport à la société qui vous a confié un mandat. Donc vous êtes en lien de subordination pour certaines choses. Donc il faut vraiment en prendre et en laisser. Et quand vous êtes, et je ne sais plus qui l'a dit, je crois que c'est Grégoire, vous avez essentiellement le client. Le client, c'est une subordination extraordinaire. Tout le monde est à son service. Hein, Laurent Grande-Guillaume, vous souhaitiez ajouter un mot ? Oui, qu'il ne faut pas, en fait, je pense, opposer les salariés, justement, aux travailleurs indépendants. C'est-à-dire que pour moi, ce sont deux formes différentes et qu'elles doivent se compléter même. Et donc, si on commence le débat en disant, mais d'un côté, il y a des salariés en CDI, et puis de l'autre, il y a des femmes et des hommes libres qui seraient des travailleurs indépendants, je pense qu'on commence mal le débat. Je pense qu'il faut déjà partir du constat, c'est-à-dire où on en est aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente réellement ? Qui sont, on n'a même pas une vraie photographie sociologique de qui sont ces travailleurs indépendants aujourd'hui dans notre pays. C'est quand même ennuyeux. Il y a très peu en fait d'études, il y a très peu d'analyses, même universitaires, sur ces sujets-là. Et je crois que vraiment, il faut approfondir les choses, partir des constats, et ensuite voir comment en fait, anticiper les évolutions qui viennent, pour ne pas les subir en fin de compte, et faire en sorte que les individus se réalisent dans leurs projets. Voilà. Nous avons d'autres interventions dans la salle. Monsieur ? Moi, je suis très content de ce qui est dit, mais je voudrais insister et faire un appel du pied à M. Grande-Guillaume et à M. Mariton, puisque nous avons deux députés. L'idéologie, et en particulier l'idéologie politique, et les lobbies, quels qu'ils soient, ça tue tout. On l'a vu. On l'a vu ce qui s'est passé en 2012 et 2013 sur le régime de l'auto-entrepreneur. On était parti dans un bins, excusez-moi d'employer ce terme, inextricable, et tout le monde affirmait des contre-vérités. Vous avez eu le pragmatisme et la volonté politique. Et quand il n'y a pas cela, on n'y arrive pas. Donc moi, je vous l'ai déjà dit, M. Grande-Guillaume, mais je vous le redis aujourd'hui, il ne faut pas nous laisser en rade, et vous l'avez montré avec l'amendement d'hier. Je disais en plaisantant, il faudra une commission Grande-Guillaume 2. Je pense qu'il en faut une 2, une 3, une 4. Pourquoi, M. Grande-Guillaume ? Parce que le statut unique, il faut le mettre en route. Parce qu'enfin, ça n'a pas été dit, mais ça a été sous-jacent, les auto-entrepreneurs ne seront plus des parias, ce seront des entreprises individuelles. Moi, personnellement, ça n'engage que moi, je souhaite que le nom auto-entrepreneur disparaisse. Entreprise individuelle simple, a dit M. Fouché. Très bien. Et puis, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent « Bravo, M. Grande-Guillaume, bravo, vous avez sauvé le régime ». Mais combien il y en avait qui le disaient il y a un an ? Il y a un an, il n'y avait pas grand monde. Il y avait ceux qui disaient « Il faut le tuer » et il y a ceux qui disaient rien. Il n'y en avait pas beaucoup qui disaient, à part la Fédération, l'UAE, et un certain nombre. Et les CCI qui nous ont toujours soutenus, c'est vrai. Monsieur Fouché, vous avez raison. Bon. Mais je crois que c'est très important parce que si, grâce à vous, et c'est pour ça que qu'il faudrait qu'il y ait une commission avec UMP et PS, ça serait génial.
Je ne vais pas faire le jeu de mots UMPS parce qu'il est trop pris actuellement. Hein. Bon, mais il faudrait absolument qu'il y ait une commission, une volonté politique, parce que les premiers ministres changent, on vient de le voir, parce que voilà, vous avez 3 ans, quand M. Grand-Guillaume, à minima, jusqu'en 2017. Non, vous avez jusqu'à 2017. Vous avez jusqu'à 2017 pour aller jusqu'au bout, et je crois qu'il faut le faire. Parce que si le statut se fait, ça sera un changement, comme l'a dit Mme Novak. Fantastique, fantastique. Enfin, l'entreprise individuelle simple, et tout le monde dans le même bateau. Puis alors, l'esprit de création, ce que vient de nous dire Madame, ce que dit tout le monde au quotidien. Moi, je voudrais juste faire l'hommage aujourd'hui des auto-entrepreneurs, des 50% qui sont en complémentaire, des mères de famille. Combien, moi, j'en ai vu qui m'ont dit, je suis mère de famille, j'ai 4 enfants, il faut que je sois rentré à 4 heures pour aller les chercher à l'école. Eh bien, je fais entre 2 et 4 ou le soir, et je me fais plaisir. Et j'ai mon mari qui fait bouillir la marmite à côté, mais moi, je me fais plaisir et je me réalise humainement et professionnellement. C'est vachement important. Donc, vous l'avez compris, je sais, monsieur le député, mais je vous demande de rester à nos côtés encore pendant, 1 an ou 2. Merci. Il y avait une intervention, Madame, derrière, au 3e rang. Bonjour. Si c'est possible, j'aimerais apporter une vision un tout petit peu différente de ce qui vient d'être dit. Dire la même chose autrement. En résumé, je pense que c'est pas n'importe qui a les moyens d'être auto-entrepreneur. On pourrait aussi le voir comme ça. Parce que pour ceux qui sont auto-entrepreneurs à temps complet comme moi, avec un plafond de chiffre d'affaires, d'une part, des cotisations sociales qu'on paye tout seul, aucune déduction de charges, pas de garantie de rien du tout, pas de cotisation retraite pour l'instant, pas de parachute doré avec les allocations de chômage. On paye tout seul la carte orange, on paye tout seul l'abonnement Internet, on paye tout seul le téléphone portable, l'essence dans la voiture, j'en passe et des meilleurs. Eh ben, il reste quand même pas grand-chose à la fin du mois. Hein. Ça, je peux vous le dire. Donc, ceux qui aident les entreprises à se monter, comme Madame en connaît, ceux qui se créent auto-entrepreneurs et qui ne font que ça, parce qu'il faut bien démarrer à un moment donné par quelque part, je pense qu'ils ont peut-être intérêt à quitter ce statut pour déduire leurs charges et gagner autant d'argent qu'ils le veulent, ou alors ils ont délibérément choisi, comme Madame, d'avoir la paix, pas de patron qui les emmerde, entre guillemets, et pas de cotisation au chômage, et basta. Donc quelque part, j'ai envie de vous dire en résumé, il faut avoir les moyens d'être auto-entrepreneur, et c'est pas n'importe qui peut l'être. Alors l'accompagnement sera le thème de la 2e table ronde, et nous parlerons en détail de la croissance et de quitter ce régime, donc vous aurez toutes les réponses tout à l'heure. Y a-t-il d'autres interventions dans la salle? Non, alors pour conclure, Madame Tisserand, vous souhaitiez réagir peut-être? Non, pas réagir, simplement, c'est vrai qu'on est tous conscients qu'il y a encore, même si ce régime s'est beaucoup amélioré, beaucoup implanté, il y a toujours des choses à corriger, à améliorer dans tous les sens. Et on n'aura pas toujours la chance d'avoir une commission Grand-Guillaume qui travaille sur le sujet, même si quelqu'un a appelé de ses voeux une 2 ou une 3. Mais il y avait quand même quelque chose qui avait très bien fonctionné, et je pense que ça devrait être fait. C'est qu'à l'époque, il y avait le travail de synergie réseau à la PCE, qui avait mis autour de la table un petit peu tout le monde. Et à l'époque, il y avait déjà eu vraiment beaucoup de travail concret qui avait été fait. Moi, pour ma part, j'appelle de mes voeux à faire quelque chose de similaire à la PCE ou ailleurs, mais à la PCE, c'était un bon endroit. Il y avait déjà beaucoup de spécialistes pour répondre à l'ensemble des questions et coordonner ces travaux. C'était une très bonne idée. Moi, je pense qu'elle devrait être continuée. Alors, quelques mots peut-être sur ce qu'il reste à faire, les chantiers. Est-ce qu'on peut dire, Grégoire, quelques mots sur la CFE, la formation, l'accès à la formation peut-être? Alors oui, effectivement, les chantiers sont encore nombreux. Le premier, c'est évidemment le problème fiscal de la cotisation foncière des entreprises. On ne lâchera pas. Voilà, on est tenace sur ce sujet. Ça reste malgré tout une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête des auto-entrepreneurs, puisque c'est une taxe qu'on ne connaît pas à l'avance, dont on ne connaît pas le montant avant le 15 octobre pour la payer avant le 15 novembre de l'année, qui vient se calculer avec une règle extrêmement opaque jusqu'à présent, délibérée par les établissements publics de coopération intercommunale,
à fiscalité mixte, qui sont d'ailleurs des établissements qui ont la main haute sur le calcul de cette taxe. Et il faut qu'on arrive à la rendre lisible en la rendant proportionnelle au chiffre d'affaires. Ça passe par la dématérialisation de cette taxe et le paiement de cette taxe en direct à la Direction générale des finances publiques. Alors, rappelons juste qu'elle est forfaitaire jusqu'à maintenant, et qu'elle ne dépend pas du chiffre d'affaires. Exactement, elle est forfaitaire et elle est par tranche. La deuxième chose, évidemment, ça touche à la formation. La formation, c'est un vaste débat. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, donc on ne fait pas former un auto-entrepreneur qui n'a pas envie de se former. Hein, il faut arrêter de parler du principe de la formation obligatoire. Les gens iront se former quand ils en éprouveront le besoin. Et on en éprouve le besoin quand on sent que son entreprise a du potentiel, ou que son entreprise est en difficulté, ou que son entreprise peut aller plus vite, plus loin, ou, comme me disait madame, que les revenus de l'entrepreneur sont trop faibles. Grégoire, quand même un bémol, tous les réseaux d'accompagnement le disent, la pérennité des entreprises et des entrepreneurs est fortement augmentée par l'accompagnement. Alors, la pérennité, elle est fortement augmentée par l'accompagnement, mais il faut, pour que ces entrepreneurs aient envie d'être accompagnés, qu'on leur propose une offre d'accompagnement qui corresponde à leurs besoins. Jusqu'à présent, on a beaucoup fait, voilà l'offre, peu importe si elle correspond à la demande. Et ce qu'on dit par rapport à cette nouvelle population auto-entrepreneuriale, c'est qu'il faut reconstituer une offre, peut-être plus modeste, sans doute plus courte, plus ramassée, sans doute d'ailleurs de manière plus fréquente, mais qui correspond plus aux attentes et à la manière de développement qu'a adopté l'auto-entrepreneur. C'était évident qu'un auto-entrepreneur seul est un auto-entrepreneur mort. Parce qu'en réalité, au bout de 3 mois, 6 mois, il va s'épuiser, il va se retrouver complètement seul, sans aucun conseil, et s'il n'a pas une CCI, une boutique de gestion, l'ADI, un conseiller de la Fédé qui est là pour lui donner quelques infos, et vos portails, que sais-je, un organisme d'accompagnement, il va être perdu. Mais ne partons pas du principe, c'est ça qu'on veut éviter, hein, et ça d'ailleurs ça rebondit un peu sur notre forte réticence sur le stage préalable à l'installation. Ne partons pas du principe qu'imposer la formation va la rendre plus efficace. Alors quelques mots pour conclure encore sur la CIPAV. Des actions sont prévues. Hein. Alors des actions sont prévues très, très prochainement sur la CIPAV sur 3 terrains. Le premier, c'est le dialogue avec l'IGAS qui mène aujourd'hui une mission de contrôle très poussée sur la CIPAV suite au rapport calamiteux de la Cour des comptes. On avance bien avec eux et on commence à avoir des éléments de réponse sur un certain nombre de sujets, notamment informatiques. Notre deuxième champ d'action va porter sur l'action judiciaire à l'égard de certains comportements qui ont été initiés par la CIPAV et qui relèvent du droit pénal et contre lequel des actions menées par notre fédération et d'autres associations vont avoir lieu. Et puis la troisième, c'est ce qu'on fait souvent, hein, c'est une action médiatique. On va, dans les jours qui viennent, je n'ai pas la date en tête, mais il me semble que c'est le 13 juin, se rendre devant les locaux de la CIPAV et tenir une conférence de presse et une petite manifestation pour expliquer la situation des 270 000 auto-entrepreneurs libéraux qui n'ont pas aujourd'hui accès à leur relevé de retraite et qui, pour une partie d'entre eux, bloquent carrément la prise de retraite, même au régime général, puisque le régime général n'a pas la garantie que leurs trimestres de retraite sont validés à côté en tant que libéraux, et puis bloquera de toute façon les 75 000 personnes qui vont prendre leur retraite d'ici 3 ans, puisqu'on a 75 000 auto-entrepreneurs qui ont plus de 60 ans et qui vont prendre leur retraite dans les 3 à 5 ans. Voilà. Ludovic, un mot. Je voudrais juste faire prendre conscience que la taxe CFE, c'est vraiment une catastrophe. Parce qu'on ne peut pas dire aux Français, créez votre auto-entreprise, pas de chiffre d'affaires, pas de charge. En gros, c'est un petit peu le slogan de l'auto-entreprise. Et puis, par surprise, comme ça, leur envoyer une taxe CFE de 500-800 euros, alors que l'argument pas de chiffre d'affaires, pas de charge, fait que beaucoup de Français essaient, ne réussissent pas nécessairement à générer du chiffre, mais se disent, après tout, c'est pas dramatique puisque je ne paierai pas de cotisation. Bah si, surprise, bonjour, il nous faut 500 ou 800 euros dans un mois. Et ça, c'est vraiment un scandale. C'est pas simplement une taxe qu'on ajoute, une augmentation de cotisation, c'est un scandale. C'est une promesse qui n'est pas tenue. Voilà. Merci Ludovic. Alors, on va remercier les participants à cette table ronde. Yves Fouché, le président de l'association CCI Entreprendre, Chantal Tisserand, la vice-présidente déléguée de l'UNAPL, Ludovic Badot,
le directeur général du site internet EvoPortail, Maria Novak, présidente fondatrice de l'association pour le droit à l'initiative économique, l'ADI, Hervé Mariton, député UMP de la Drôme, Laurent Grand-Guillaume, le député de la Côte d'Or et auteur du rapport sur l'auto-entreprise, et évidemment Grégoire Leclerc, le président de la Fédération des auto-entrepreneurs. Merci à tous.